Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter donc la prochaine intervenante, Hélène Gispert, qui est professeure émérite, historienne des sciences. Oui. Pendant longtemps en tout cas, si j'ai bien compris. Ah bah oui, Pour ouais. toujours. Et donc, qui va vous présenter le genre académique, prendre la mesure de l'avantage masculin dans les sciences. Et je pense qu'on va encore être question de comptage. Il va encore être question de comptage. Voilà, je vous souhaite une bonne intervention. Merci. J'arrive. On va s'installer. Merci. Alors, j'appuie où pour faire défiler parce que moi j'ai la flèche. Celle-là, Ouais. d'accord. Et sinon, je suis à côté. On peut quand même. Non, mais, non, mais parce que ça arrive, les bugs. Oui. C'est pas. Hop. Est-ce qu'on est. C'est bien la première slide? C'est la première. Ok, et donc après la flèche. Merci. Eh bien, bonjour. Merci d'abord pour cette invitation. Merci pour les intervenantes de cette matinée parce que, d'une part, c'était passionnant et d'autre part, ça va être dans un écho qui n'est sûrement pas dû au hasard. Alors, je traiterai, moi, le thème de la journée, non pas sur une discipline particulière, mais sur le monde académique et en prenant l'angle qui est celui de l'égalité professionnelle. Donc, je suis bien dans l'angle de la mission sur l'université de Rennes et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui est un enjeu important pour les générations d'aujourd'hui qui travaillent, mais aussi pour les jeunes qui entreront sur le marché du travail dans quelques années, dans la mesure où cette égalité n'est pas réalisée aujourd'hui en France. Et c'est ce que je vais montrer pour les sciences. Et je reviens sur le mot science et ma question de tout à l'heure à propos des femmes scientifiques sur la Tour Eiffel. Le mot science ici, il est utilisé pour l'ensemble des sciences, des disciplines qui ont une démarche scientifique et donc autant pour les sciences exactes et naturelles, pour les sciences sociales et humaines, pour l'ingénierie, pour tout domaine où s'exerce de la recherche scientifique. Et je vais donc parler d'égalité professionnelle en ciblant le monde professionnel de la recherche et de l'enseignement supérieur, mais plus précisément les personnes qui ont une activité de recherche dans ce monde académique, ce qui limite les personnes le monde professionnel auquel je m'intéresse, puisque l'université ne fonctionne pas qu'avec des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Donc, dans cette première diapositive, je vous ai mis le plan de mon exposé. Dans une première partie, je vais vous donner des éléments pour un état des lieux des inégalités genrées. Je prendrai 2 cas, parmi beaucoup d'autres, pour montrer à quel point les inégalités existent toujours aujourd'hui, en défaveur des femmes, bien entendu, et, j'insiste, mais ce matin, on a commencé à le montrer, dans tous les domaines disciplinaires. Dans une seconde partie, j'examinerai les causes de cette persistance, alors que, en gros, le constat est connu, y compris de nos institutions, que des actions sont mises en œuvre sans qu'elles changent véritablement la donne. Et j'aborderai 2 points. Un premier point pour montrer, insister sur la dimension structurelle de cette inégalité professionnelle. Et vous retrouverez des choses qui ont déjà été données ce matin, notamment dans l'exposé de Sandy Montarola, sur cette question de division sexuée du travail. Ici, c'est le travail académique, mais un travail d'homme, un travail de femme, et une hiérarchie entre ce qui est de l'homme et ce qui serait de la femme. Et puis, des normes d'excellence, des normes de réussite,
masculine. Et le deuxième point dans cette deuxième partie, ce sera pour insister sur les enjeux de compter. Donc, à mon tour, j'insiste sur la nécessité de l'importance de compter et sur les enjeux politiques de la raison statistique et du fait de compter. Alors, premier cas de l'état des lieux, je m'intéresse aux carrières des femmes et des hommes. Et vous avez ici un diagramme fourni par des documents, un rapport à l'échelle européenne, She Figures, qui est un rapport tout à fait officiel. Et ça vous présente le graphe de la part des femmes et des hommes à différents moments de la carrière, toutes disciplines confondues. Si je me place à peu près au premier emploi, c'est-à-dire ce qui correspond au grade C, premier emploi après le doctorat, on a une quasi-égalité entre les femmes et les hommes, même si un peu moins que pendant le doctorat. On a un premier décrochage dans la place des femmes au niveau du grade B. Là, vous voyez, 40 pour les femmes, 60 pour les hommes. Le grade B qui, en France, correspond au premier emploi titulaire, soit maître de conférence, soit chargé de recherche. Et ça me fait, ce décrochage me fait souligner ici le rôle de la précarité. On n'en a pas encore parlé aujourd'hui. La précarité qui est un des facteurs explicatifs du pourquoi ça ne se résout pas, cette inégalité entre les femmes et les hommes. Les débuts de la carrière universitaire sont en effet de plus en plus souvent caractérisés par une précarité qui aujourd'hui s'allonge. Ce qui fait qu'on peut même parler d'une première carrière avant d'arriver à décrocher la titularisation, un poste fixe, et pouvoir partir vers la suite de cette courbe et de ce diagramme. Et la précarité joue un rôle dans la mesure où les femmes sont plus victimes de la précarité dans notre monde académique comme à l'extérieur de l'université. Ensuite, on continue. Vous voyez un deuxième décrochage au niveau du grade A, c'est-à-dire chez nous, en France, professeur ou directeur de recherche. Un second décrochage plus important, vous voyez que la courbe se redresse ou s'enfonce, selon qu'on regarde la courbe des hommes ou la courbe des femmes. On a donc une accentuation de la sous-représentation des femmes entre les grades B et A. Ce qui pose la question du passage de ce rang B au rang A. Mais maintenant, si vous allez tout au bout de cette courbe a un dernier point qui n'est pas dans le rapport officiel, qui est un point qu'on a rajouté avec le co-auteur de l'article qui va paraître et dont la référence est donnée au bas du transparent. Ce dernier point, c'est le point qui correspond à la répartition femmes-hommes pour ce qui est considéré comme les 100 prix internationaux les plus prestigieux. Si vous lisez l'article, ce n'est pas de la pub, mais vous trouverez dedans toute l'étude critique de ce que signifierait ce plus prestigieux, mais ceux qui sont considérés comme étant les plus prestigieux. Et vous voyez que la pente ne change pas quand on va sur la lancée, grade B, grade A, prix les plus prestigieux. C'est-à-dire que la cassure se fait du grade B au grade A. L'accentuation a lieu à ce moment-là. Ce qu'on peut dire également, c'est que ces chiffres généraux
masque des inégalités disciplinaires et d'importantes disparités selon les disciplines. On va le voir dans la diapositive suivante, mais pour conclure sur cette diapositive, avec ce diagramme, vous avez un état des lieux. La part des femmes diminue tout au long de la carrière. Avec des moments clés, on a vu, mais en soi, ce diagramme n'a pas vraiment de puissance explicative. Alors, pour aller plus loin, je vais changer de regard et interroger séparément, puis les comparer, la dynamique d'une part des parcours des femmes et d'autre part celle des parcours des hommes. Et pour cela, je vais prendre un outil qui s'appelle l'indice d'avantage masculin. On a parlé tout à l'heure, ce matin, beaucoup de compter, mais compter comment? Avec quoi? Avec quels outils? À partir de quelles données? Ça aussi, c'est une des choses qui a été présentée ce matin. Donc, la définition, l'indice d'avantage masculin, ici pour nous, je vais étudier dans ce que j'ai montré comme étant un point nodal, un point important dans les inégalités, c'est-à-dire la promotion du rang B au rang A. Il se calcule comme le rapport entre les chances pour des hommes parmi l'ensemble des universitaires masculins et pour des femmes parmi l'ensemble des universitaires féminines de bénéficier d'un même élément de reconnaissance, c'est-à-dire de bénéficier ici du passage du rang B au rang A. L'origine de cet indice d'avantage masculin, ça va reprendre un des éléments qu'a donné Colette Guillopé ce matin quand elle a parlé de la création de Femmes et Sciences. C'est les années 2000. C'est un moment de féminisme institutionnel, c'est-à-dire que des femmes scientifiques essayent de développer des outils, des actions pour faire progresser l'égalité femmes-hommes. Et c'est le début des statistiques sexuées dans le monde académique. Ça a lieu au CNRS. Michelle Krantz est une collègue qui est responsable du service de statistique au CNRS et qui, la première, produit cet indice qu'elle présente comme une mesure de la situation dominante des hommes qu'on appellera ici avantage masculin. Et c'est une toute autre perspective que de regarder les parts de ceci et les parts de femmes, les parts d'hommes. La question n'est pas celle de la femme scientifique et sa place, sa part à telle ou telle époque, à telle et telle étape, en prenant de fait l'homme ou les hommes comme une population témoin, une population de référence qu'on n'interroge pas. On interroge et on ne questionne que les femmes et leur parcours. L'ambition, elle est d'interroger tout le système et donc tous ses acteurs, femmes et hommes, et de produire donc ce indice d'avantage masculin. Si on regarde au niveau de l'Europe, et c'est le tableau que vous avez là, l'indice d'avantage masculin moyen pour l'ensemble des pays est de 2, et l'ensemble des disciplines est de 2. C'est-à-dire qu'un homme a 2 fois plus de chances qu'une femme de devenir rang A quand il est rang B. Et là, on ne parle plus de différence de part ou d'inégalité. On a la manifestation d'une discrimination. Ce n'est plus des différences grandissantes. C'est-à-dire qu'on pointe dans les dynamiques spécifiques particulières des femmes et des hommes une discrimination x2, de coefficient 2, entre les parcours des unes et des autres. Le système produit donc cette inégalité et cette discrimination. Si vous regardez maintenant au niveau des disciplines,
il y a une autre question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il en serait des disciplines dites féminisées? Féminisées, c'est-à-dire le plus souvent là où il y a une plus grande part de femmes. Est-ce que ça joue quelque chose dans la valeur de l'IAM, de l'indice d'avantage masculin? Si vous regardez le tableau, a priori pas, parce que si vous regardez les sciences de l'ingénieur ou l'ingénierie, dont plusieurs dans la salle pourraient vous dire à quel point, quand elles sont dans leur laboratoire, elles se sentent seules comme femmes. Et si vous regardez les humanités, dont il est clairement connu, su que c'est un monde de femmes, ces deux domaines disciplinaires qui ont des caractéristiques radicalement différentes quant à la part des femmes ont le même indice d'avantage masculin, le plus faible, 1,8. Si vous regardez maintenant les sciences agricoles, qui est un domaine où vous avez vétérinaire, vous avez la génétique des plantes, vous avez la biodiversité, un domaine où la part des femmes est importante, c'est celui où l'indice d'avantage masculin est le plus important. Et donc, une chose intéressante avec cet indice d'avantage masculin, c'est qu'il n'est pas lié à ce qu'on appelle la féminisation d'une carrière. Il n'est pas lié à la part des femmes dans une discipline. D'où une question que je pose et sur laquelle je rebondirai dans la deuxième partie de mon exposé, qu'est-ce que c'est qu'une discipline féminisée? Je prends un dernier exemple qui n'est pas sur le diaporama, c'est l'exemple de la biologie en France. Alors, si je prends le groupe du CNU, biologie-biochimie, c'est là où les femmes sont le plus nombreuses pour les disciplines scientifiques. Elles sont quasi aussi nombreuses que les femmes et elles sont dans la même situation que les sciences humaines, un peu moins de 50%. Et pour la France, c'est là où l'indice d'avantage masculin est le plus élevé de tous. C'est-à-dire, c'est là où les carrières des femmes sont les plus difficiles pour passer du rang B au rang A. Et si on prend des groupes aussi différents pour la place des femmes dans les effectifs d'enseignants-chercheurs que les sciences humaines, l'ingénierie ou les mathématiques et l'informatique, ils ont tous le même IAM. Ces trois-là ont le même indice d'avantage masculin qui est moyen. Donc, il y a la nécessité de décorréler ce que serait la part de femmes et ce que serait le sentiment d'une féminisation d'une discipline au sens où elle favoriserait des femmes. C'est vraiment deux phénomènes à décorréler. Un autre exemple maintenant. Un autre exemple, celui des prix scientifiques. Alors, je vais mettre en scène cet élément important que sont les prix dans les carrières pour faire advenir un élément possible d'explication dans les différences de carrière des femmes et des hommes, voire dans le processus de discrimination envers les femmes. Cette figure est tirée d'un article d'une sociologue états-unienne de 2012 avec des collègues, et elles se sont intéressées aux prix qui ont été remis par des sociétés savantes états-uniennes en sciences de la vie, mathématiques et sciences physiques. Et il y a 4 types de prix. Des prix savants pour l'ensemble d'une carrière, des prix jeunes et jeunes chercheuses, non, jeunes chercheurs et chercheuses, des prix de service et des prix d'enseignement. Alors, première chose, vous remarquez que la part des femmes, dans toutes, elle est inférieure à 50%. Elle est même inférieure quasi à 40%. Malgré les différences disciplinaires, vous remarquez que pour toutes, toutes, les prix d'enseignement sont
beaucoup plus important que les prix de recherche. La part de femmes est beaucoup plus importante que pour les prix de recherche. Et que, pareil pour les prix de service. Alors, je ne commenterai pas les différences entre les disciplines, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici, mais de quoi atteste ce constat? Est-ce qu'il atteste d'une inclination naturelle des femmes pour certaines tâches, celles de service et d'enseignement, ou d'une aptitude particulière et naturelle, là encore, des femmes pour ces tâches où elles seraient excellentes, contrairement aux autres tâches de recherche, où ce seraient les hommes qui excelleraient? Et c'est une question et un constat qui compte, parce que, sans vouloir spoiler la suite de mon exposé, vous savez bien que ces différents types de tâches n'ont pas la même valeur dans le monde académique, n'ont pas la même valeur dans la progression des carrières. Alors, à ce point, si je reviens sur ce que nous venons de voir, la carrière en ciseaux, le diagramme en ciseaux pour les carrières, qui s'accentue pas tout à fait de la même façon. Ces carrières, elles sont souvent traduites par deux métaphores. Une première, on ne l'a pas encore donnée aujourd'hui, celle du tuyau percé. On perdrait des femmes en route, comme on perd de l'eau dans un tuyau percé. Mais est-ce vraiment ce qui se passe? Serait-ce juste qu'on perd des femmes? Quels seraient les trous par lesquels les femmes s'échappent ou dans lesquels les femmes, ces idiotes, tomberaient? Et pas les hommes. Et pas les hommes. Autre expression, le plafond de verre dont on a déjà parlé. L'obstacle majeur se situerait dans le haut de la carrière, les femmes ne pouvant pas accéder au niveau supérieur des carrières. Mais la figure en ciseaux, elle a également montré un premier décrochage. Pour obtenir le grade B, donc pour obtenir un poste permanent. Et aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, on se trouve dans une situation où il y a deux carrières, avec des carrières de post-doc qui peuvent durer, je ne voudrais pas vous angoisser, mais longtemps avant d'avoir un poste permanent dans l'enseignement supérieur ou dans la recherche. Et donc une carrière précaire de plus en plus longue. Ce qui fait qu'il y a une autre expression à laquelle je tiens particulièrement et qu'on voit beaucoup moins, c'est celle qui n'est pas de moi, hein, qui est celle de plancher collant et qui est tout aussi préoccupante que celle de plafond de verre pour les collègues dans l'ensemble femmes du monde académique. Et il y aurait un défaut à ne viser que le plafond de verre sans mettre en avant le plancher collant, qui serait le risque de tomber dans une égalité élitiste qui, à mon sens, ne ferait pas avancer vraiment la question de la place des femmes et de l'égalité des femmes et des hommes en sciences. Maintenant, si je reviens sur l'indice d'avantage masculin et la question de la féminisation des disciplines, est-ce que ce n'est qu'une question de nombre de femmes, de part de femmes dans une discipline? Si, comme on l'a vu pour la biologie, comme on peut le voir pour des disciplines féminisées, mais avec un indice d'avantage masculin fort, les hommes doivent y être plus favorisés pour leur carrière que les femmes. Et là, on a à nouveau une métaphore, les métaphores, il y en a, c'est l'escalator de verre. C'est-à-dire que les femmes, elles prennent l'escalier et les hommes, ils ont l'escalator.
Donc, c'est une question que je reprendrai. De même que si je prends la question des prix, j'ai posé la question de la répartition sexuée, mais genrée, puisque c'est quand même la société intervient là, des tâches. Est-ce qu'elle est choisie? Est-ce qu'elle serait naturelle? Évidemment non, mais on le verra tout à l'heure. Donc, ce que je voudrais, c'est reformuler ces constats ou ces interrogations, élaborer des éléments de réponse, et pour ça, alors dans une perspective critique féministe, qui est celle qui vous a été déployée ce matin dans les exposés qui vous ont été donnés, et que je résumerai avec la formule qui est sur la diapositive, « Fix the system, not the woman ». C'est un pas de côté qui est proposé par les études de genre, et cette formule, elle est due à Laura Bates, qui a écrit un livre en 2022 et qui examinait les inégalités de genre à travers 5 institutions clés de la société, dont l'éducation et le monde de l'enseignement et leur fonctionnement, et qui conclut à la nécessité de réformes structurelles pour résoudre les inégalités, fix the system, plutôt que de faire peser la responsabilité et de mettre les efforts sur les femmes qui doivent s'adapter pour entrer dans le cadre tel qu'il est aujourd'hui, fix the women. Et pour cela, il y a des outils et des concepts. 2 premiers outils pour penser les résultats mis en évidence dans les diapositives que je vous ai montrées. La première, c'est la division sexuée du travail. Alors, Daniel Kergoat, en 2001, a exprimé ça, pas spécifiquement pour le monde académique, mais ça fonctionne dans le monde académique. C'est une forme de... Ça vous a été donné ce matin. Une forme de... Sous un autre... Enfin, sans formuler exactement. Une forme de division sociale du travail qui a 2 principes organisateurs. Le principe de séparation, il y a des travaux d'hommes, il y a des travaux de femmes. Et le principe hiérarchique, un travail d'homme vaut plus qu'un travail de femme. Et j'en suis à combien? J'en suis déjà à 30 minutes. D'accord, je vais réduire, excusez-moi. Et il y a une dimension patriarcale qui est l'academic housework, c'est-à-dire il y a des tâches collectives liées au bon fonctionnement de l'enseignement, de l'administration, de la recherche, qui correspondent à un travail invisible et gratuit dans les carrières, rarement mené par les excellents et pourtant indispensable. Et c'est une réponse à l'hypothèse de la répartition genrée qui serait choisie ou naturelle. Non, elle est par le système. Et c'est en même temps, et on retrouve l'exposé de ce matin, un facteur de délégitimation des femmes scientifiques qui serait naturellement plus porté, confère les prix académiques, vers l'enseignement ou les tâches collectives et moins vers la recherche. Dans le système, dans Fix the System, j'isolerai des normes masculines de réussite qui ressemblent à ce que vous avez vu ce matin dans l'exposé sur le journalisme sportif. Un idéal type d'un savant qui respecterait, qui serait complètement dévoué et qui doit se libérer de toutes les tâches, aussi bien au sein de l'université que chez lui, ces tâches étant reportées vers d'autres, et des normes de réussite, l'ambition, l'autorité et la disponibilité dont les hommes sont naturellement doués, qui manqueraient aux femmes. Et dans la perspective où on fixe the women, il faudrait apprendre aux femmes à les avoir pour pouvoir réussir dans ce système où c'est ça qui permet de réussir.
Je voulais insister, mais je le dis juste en regardant le transparent, les VSS. Les VSS, une femme a 14 fois plus de risques qu'un homme de dire avoir été victime personnellement d'agression. Ça, c'est ce qui se passe dans l'expérience des trajectoires des femmes. Les hommes qui appartiennent au groupe dominant ont, eux, l'expérience dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire d'une sociabilisation informelle qui leur permet de repérer les trous du tuyau percé et de ne pas passer à travers. Et donc, vous avez les VSS qui font entièrement partie de ce système qui produit de la discrimination. Ce qui fait que l'enjeu, vous l'aurez compris, il est de bouger ces normes, et je terminerai en 10 secondes, si j'ai les 10 secondes. Isabelle, qui me demande de m'arrêter, m'avait demandé, est-ce que vous pourriez, vous voyez à l'époque, est-ce que vous pourriez conclure en montrant comment mettre en évidence les inégalités qui persistent? Et moi, j'y ajoute comment les décoder. Alors, la réponse que je vous donne, elle a déjà été dite ce matin, comptez. Comptez. Il faut les repérer et il faut les compter. Parce que les données sont connues, même si elles sont lacunaires, même s'il en manque, entre autres sur la précarité. On n'a pas de données sexuées sur la précarité. Pourquoi? C'est sûrement plus difficile, mais ce n'est probablement pas une volonté politique de les obtenir. Et donc, quelles données, pareil que aussi la question de l'histoire, quelles données on collecte, à quelles données on s'intéresse, comment on les classe et comment on les interroge. Vous voyez la puissance de l'indice d'avantage masculin par rapport au diagramme en ciseaux. Il n'existe pas dans les publications européennes. Il a été porté au CNRS, il a mis 15-20 ans à sortir, et on commence à le voir dans les RSU des universités. Mais donc, oui, mais compter quoi, compter comment, et c'est ce qui permettra, à mon sens, d'avancer dans la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est-à-dire fix the system et pas the woman. Merci. Désolée d'avoir dépassé. Alors, je vais vous amener le micro, mais je parle toujours des coulisses. Je vais en profiter pour poser une première question à distance pour cette fois-ci. Concernant les IAM, quels pays de l'Europe ont tendance à diminuer les moyens de cet indice vis-à-vis de l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni? Alors, l'IAM, c'est nous qui l'avons calculé à partir des données. Donc, ces pays-là ne se posent pas la question de l'IAM. Déjà, c'est nous qui avons produit ce tableau. C'est un des exemples de ce que je vous expliquais, c'est-à-dire comment on compte, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Alors, je ne suis pas spécialiste des politiques d'égalité Je vous regarde. Non, mais vous êtes la voix des auditeurs. Je ne suis pas spécialiste des politiques d'égalité des autres pays européens. Par rapport à... Chacun de ces pays a des contextes extrêmement différents, à la fois pour ce qui est du monde académique et de ce qui est du monde extra-académique. La question de la parentalité en Allemagne pèse très fort. Par exemple, en Italie, c'est une question à la fois à l'extérieur de l'académie et dans l'académie, là aussi qui est importante. Mais vous voyez que les variations sont autant dans le tableau vertical qu'horizontal, c'est-à-dire par pays et par discipline.
Donc, voilà, je suis désolée, je ne peux pas répondre mieux à cette question. Merci. Alors, j'ai une question, peut-être juste une précision, c'est pour nos auditeurs et auditrices. C'est qu'on suit l'indice d'avantage masculin sur notre plan égalité depuis très longtemps. Et en fait, il est passé de 1,80, 1,81, 1,79 et maintenant c'est 1,61 si je ne me trompe pas. Alors en fait, le dernier est bien meilleur que les autres, mais il ne faut pas croire que c'est vraiment une bonne statistique. C'est en fait que le taux des hommes professeurs a diminué par rapport au nombre total. Donc en fait, c'est pas... Vous voyez là, il y a une dérivée qu'il faut calculer. Et en fait, c'est le fait de ne pas avoir assez de promotion dans les hommes qui a augmenté l'indice d'avantage masculin. Et alors, de toute façon, je peux me permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire, mais je vous ai coupé la parole. Non, mais c'est pas grave. Ben, si, c'est grave. Non, vas-y. Alors, pour rebondir, parce que c'est une des choses que j'ai éliminées, par rapport à savoir ce qu'il y a derrière les indices, et c'est, je suis, le mot qui me vient, c'est bluffé, donc, mais je peux pas dire, impressionné, voilà, par l'honnêteté de ce que vous venez de dire, comme étant à la fois mission femme à l'université et relativisant ce bon score. Je vous donne un autre score à relativiser. La part des femmes dans les rangs des professeurs est passée toute discipline, est passée de 21% en 2011 à 28% en 2020. Waouh! Mais en nombre absolu, le nombre de femmes recrutées en 2011, 309, en 2020, 210. D'où peut-on dire qu'il y a une réelle avancée? Et comment voir, analyser en même temps la courbe des hommes, la courbe des femmes, s'interroger sur le fait des phénomènes qui se passent chez les hommes et du phénomène qui se passe chez les femmes dans le monde académique, c'est vraiment quelque chose d'absolument déterminant. Oui. Si je peux finir juste la phrase que j'étais en train de dire, c'est juste une chose, c'est que la première fois où j'ai parlé d'indice d'avantage masculin au service des ressources humaines, ça a été vraiment très dur pour eux de comprendre le mot indice d'avantage masculin. Donc déjà, dans ça, il y a une conviction que vous devez faire. Vous devez essayer de convaincre que c'est quelque chose d'intéressant. Et de non-partisans. Et de non-partisans. Alors, on avait suivi un autre indice d'avantage masculin qui était un peu différent depuis très longtemps aussi, qui était légèrement différent, mais ça fait quand même une dizaine d'années qu'on le suit. Voilà. Oui, non, moi, ma question, c'est pourquoi il n'y a pas la France dans votre tableau? Alors, il n'y a pas la France parce que la France n'est pas dans ce tableau de She Figures, parce qu'elle n'a pas donné les données correspondantes qui permettaient d'aligner les données issues de la France des données des autres pays. La France n'est pas dans ce tableau. Mais par contre, l'article qui est à paraître là au printemps est sur l'Europe, et on finit un deuxième article rien que sur la France, où on a travaillé pour les disciplines, les champs disciplinaires en France, et où on a l'équivalent, et celui-là, il paraîtra toujours dans Silzel, mais dans le numéro suivant. Alors, juste pour préciser, parce que c'est sur ce sujet aussi en ligne, donc la question précédente, c'était quels pays font diminuer la moyenne?
Voilà, c'était juste apporter et je vais redonner le micro. C'est important pour les personnes à distance que vous exprimiez dans le micro. Je n'en sais rien. La réponse sera courte. Je ne sais pas. Moi, je voulais juste rajouter que pour la France, nous avons toutes les données. Peut-être qu'elles ne sont pas dans le... Nous avons toutes les données. Oui, à la fois, on a travaillé dessus. Donc oui, je non, mais sais je suis d'accord. qu'on les a. Nous avons toutes les données. Donc, Oui. c'est, entre guillemets, assez... Enfin, c'est un peu de travail, je suis d'accord. Hein, mais tu as les données du CNRS, tu as les données... peut-être pas de l'INSERM, mais en tout cas le CNRS, et il y a celles de l'enseignement supérieur, elles sont sur le site du ministère aussi. Voilà, non, merci. mais la question pour répondre à Marie-Françoise n'est pas qu'on n'ait pas les données, on les a, on a travaillé dessus, on a un article dessus. La question, elle est, pourquoi ce n'était pas dans le tableau? Le tableau est celui de Chief Figures, la France n'est pas dans le tableau de Chief Figures. C'était la question de Marie-Françoise et c'est à celle-là que j'ai répondu. Oui, j'ai une question sur le facteur. Je suis par là. Bonjour, j'ai une question sur le facteur. Est-ce que vous étudiez le facteur de la santé? Parce que les femmes qui arrivent à devenir professeurs le font parfois au prix de leur santé. Et j'ai l'impression qu'elles arrivent en plus mauvais état de santé que les hommes qui arrivent à devenir professeurs. Donc, je me demandais si vous faisiez aussi des statistiques sur les arrêts maladie, enfin, voilà, l'état de santé des personnels. Alors ça, je voulais écrire à faire sur mon papier, mais j'ai pas mon crayon. Ça, c'est quelque chose que nous ne faisons pas parce que on est parti de tableaux de personnel et c'est pas tout à fait le même registre. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est une question qui pointe. Il y a eu des assises de la santé au travail par un certain nombre de syndicats récemment et des sessions spécifiques sur la santé des femmes au travail. C'est vraiment une question qui pointe et je pense que ce serait extrêmement intéressant de mêler. Je ne sais pas si dans le rapport social unique, je ne sais pas si dans... Il y a un chapitre de statistiques sexuées sur la santé au travail. Ce serait extrêmement intéressant. Je vais essayer de ne pas l'oublier au moment où je retourne à ma place. Oui, merci beaucoup. J'avais une autre remarque, c'était par rapport à cet indice-là et la précarité, parce que là, vous faites état de la promotion. Mais il m'avait semblé voir dans les chiffres du ministère qu'en plus, en termes de même, quand on est sur le 50%, en termes de salaire, il y a une grosse différence parce que les hommes touchent plus de primes. En fait, il n'y a pas, contrairement à ce qu'on croit, on a un fonctionnaire, on rang A, rang B, etc. Et des progressions de carrière avec des échelons que voilà, on va gravir comme ça. Et en fait, quand on regarde de plus près, il y a une vraie inégalité salariale, même au niveau de la fonction publique. Absolument. Et dans les 50%, en fait, c'est un faux 50%, parce qu'en termes de salaire, on n'est pas du tout à 50%. Absolument. Alors là, par contre, on l'a travaillé. On l'a travaillé pour la France. Ça n'est pas dans Chief Figures. Les statistiques ne sont pas... Au niveau de l'Europe, ce n'est pas un domaine qui a été pris. Et vous avez totalement raison. C'est-à-dire que si on regarde les primes, d'abord, les primes commencent à prendre une part de plus en plus grande des rémunérations. Et les primes, il y a les primes liées à ce qui serait une activité de recherche particulière. On a vu à quel point c'est genré. Et puis, il y a les primes de responsabilité. Et là, l'écart est très important. C'est-à-dire que l'idée qu'étant dans la fonction publique, on est protégé par la grille et qu'il n'y a pas de différence de salaire, c'est faux. Mais, et c'est parfaitement documenté, ça se trouve dans le plan égalité formation professionnelle du ministère, qui le constate, qui donne tous les éléments pour le calculer, point barre. C'est-à-dire, j'en viens à ma conclusion, ces données sont connues. Donc, on fait quoi après? Et je pense que c'est là aussi
où ça se joue, surtout qu'il y a un enjeu aujourd'hui, là, dans les mois qui viennent, pour la France, c'est qu'il y a une... zut, le mot m'échappe. Une directive européenne pour la transparence des salaires et qui n'est pas appliquée en France et qui permettrait d'aller plus loin pour la visibilité de cet écart. Et ça se joue là, dans les mois à venir, parce que je crois qu'il y a encore 3-4 mois et pour que le septembre. Alors, un peu plus que 3-4 mois pour que cette directive européenne soit appliquée.